et théoriquement ça enregistre. Ok, donc c'est parti. Donc je reviens sur la troisième partie justement, donc l'objectif du cours, c'est l'objectif de ce que je vais raconter aujourd'hui, c'est de parler de tri par sélection. Et alors j'ai fait des choses qui étaient très théoriques justement en classe sur les invariants, ce genre de choses-là. Je me suis dit, bah tiens, on va, s'ils ont terminé, on va leur faire programmer le tri par sélection d'abord. Et ensuite, justement, moi, ça me permettra d'enchaîner sur le cours. Alors, donc je vous donne cette procédure. Alors ici, j'ai d'ailleurs des petits problèmes d'affichage au passage. C'est voilà, en termes de respect de l'indentation. Alors attention justement quand vous faites des copier-coller et que vous faites des copier-coller sur Python, l'indentation c'est un vrai calvaire. Quand vous faites des copier-coller avec le PDF, c'est encore pire qu'avec le. Alors en fait ça je vais le descendre. Donc je remets pareil en forme. J'espère que dans le cours que je vous ai partagé, il n'y a pas de coquilles. Je les corrigerai en direct. Si jamais il y en a, je vous remettrai une version plus propre. Hein. D'ailleurs, une virgule, là, je sais pas pourquoi j'écris une virgule. N'importe quoi. Bon, c'est toujours pareil en algorithmique, on n'est jamais tout à fait. Donc là, et si je. Bon, je vais le laisser comme ça, c'est déjà pas mal. Et là, c'est pareil, ici, je suis pas au bon endroit. D'ailleurs, je ne sais pas ce que je vous ai donné. J'espère que ce que je vous ai donné, ça, c'était correctement écrit, parce que là, j'ai un gros doute du coup. Bon, peu importe. Alors, voilà ce que c'est que mon tri par sélection. Donc, bah voilà, on nous donne un algorithme. Et moi, ce que je vous propose, c'est justement de détailler l'algorithme en complétant le tableau. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est exactement le même tableau qu'on a fait nous, justement, en classe pour le tri par insertion. Mon objectif, c'est de quoi, en général, c'est d'essayer d'aller comprendre que fait cet algorithme. Alors cet algorithme, il est pas bien compliqué, hein, parce qu'il y a un certain nombre, on va dire, d'indices au sens de savoir que pour comprendre, des indications. Première chose, il y a une variable qui s'appelle min. Bon, min, ça va, c'est à peu près clair. Je pense qu'on va peut-être chercher le minimum. Voilà, ça fait penser au minimum. Mais donc l'objectif, c'est justement ici d'aller dérouler cet algorithme sur ce tableau. Et ensuite, je vous posais expliquer la méthode utilisée. Donc j'essaye de synthétiser justement que fait cet algorithme. Pourquoi il s'appelle tri par sélection d'ailleurs. Et ensuite, ce que je vous demandais, c'était. Donc là, il peut être judicieux de découper le tri en deux fonctions. C'est un rapport justement à la question qu'on répond à la question précédente. Donc je ne vais pas y répondre puisque je vais le faire en cours tout simplement directement. Et afficher les temps d'exécution, l'idée c'était d'aller le comparer justement avec les autres et vous verrez que avec le cours, on comprendra que c'est à peu près la même chose que les deux autres, que le tri par insertion. Ok. Donc là, moi je bascule, je vais répondre à toutes ces questions, mais en fait, partie cours. Donc allons-y. Donc voilà ce que j'ai. J'ai un exemple de tri justement qui est un exemple de liste pardon, qui n'est pas trié. Et je vais donc dérouler cet algorithme de tri par sélection. Alors, quel est le principe du tri par sélection? Il est assez simple. En fait, on fait les choses en deux temps. Le premier temps, je vais aller chercher justement le temps. Excusez-moi, je suis en train de réfléchir à pourquoi il m'affiche ce truc-là, c'est quand même assez surprenant. Bon, c'est pas très grave. Aujourd'hui, on est sur le tri par sélection. Pourquoi il m'affiche pas ça non plus? Bon, c'est très surprenant. Donc, tri par sélection. Voilà, donc là, je vous ai recopié donc l'algorithme. Hein, c'est le même que celui qui est voilà, donc le alors min prend pour valeur j, je l'ai laissé comme ceci, peu importe. Et donc j'ai mis le commentaire ici de ce qu'on fait. Le principe, c'est je vais chercher le plus petit élément du tableau et je vais échanger, attention, je vais échanger avec justement la première valeur du tableau.
Ensuite, je vais aller chercher justement la deuxième plus petite valeur du tableau que je vais positionner, échanger avec la deuxième valeur, etc., etc. Donc, en fait, si vous voulez ici, donc là, je l'ai corrigé tout à l'heure, c'est une erreur, donc ça, c'est une coquille. C'est à cet endroit-là. Première étape, justement, je vais rechercher le minimum à l'intérieur dans les termes suivants de mon tableau. D'accord? Et ensuite, une fois que j'ai trouvé ce minimum, je vais l'échanger justement avec la valeur courante. Donc, je vous propose de l'exécuter ici justement sur ce tableau-là. Donc, première chose, min vaut 0. D'accord? Donc, je vais devoir parcourir chacune des cases de mon tableau jusqu'à trouver le minimum. Donc, pour trouver le minimum, je compare à chaque fois. Si vous voulez, il y a un indice justement qui va se déplacer. C'est l'indice min justement. Donc, ce que j'appelle min dans l'algorithme, ça n'est pas en fait le minimum, la valeur minimum, c'est l'indice de la valeur minimale. Bon, donc je parcours ici, tac tac tac, pour l'instant le min, donc il est en 1, j'avance 6, c'est plus grand, donc je bouge pas, 4 c'est plus grand, 2 c'est plus grand, 9 c'est plus grand, 3 c'est plus grand, 11 c'est plus grand, 5 c'est plus grand, 7 c'est plus grand. Donc ici, cette case-là, voilà, ça c'est la valeur minimale que je vais peut-être, alors je vais essayer de récupérer des couleurs un peu significatives. Le minimum, c'est cette chose-là. Ok? Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois donc échanger le 1 avec le 4. Donc, je vais mettre le 1 ici, le 4 ici, et je fais la suite. Donc, je recopie la suite. Alors, ce qui est intéressant, ce que je vais vous faire comprendre, en l'occurrence dans le cours aujourd'hui, c'est que cette case-là, je vais le mettre en vert. Si vous avez compris un petit peu où est-ce que je vais en venir, vous verrez comment ça va se passer. Donc ça, c'est ma première étape. Deuxième étape, donc si je regarde mon programme, ici, donc je dois commencer au passage à partir de i plus 1. Donc le min, c'est min par défaut, c'est la valeur i. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, bah, je vais chercher, donc là je passe à i est égal à... Alors ça c'était i égale 0, ça c'est i est égal à 1. Je dois donc chercher toutes les valeurs minimales dans ce qui reste. D'accord? Donc la valeur minimale dans ce qui reste, donc évidemment min prend pour valeur par défaut celle-ci, et ensuite j'avance, quand j'ai une valeur plus petite que celle-ci, et ben je mets à jour la valeur de min. Donc ici, min va passer à cet endroit-là, voyez, et puis je vais parcourir, tout le reste, ce sont des valeurs qui sont plus grandes. Donc la valeur minimale, c'est celle-ci, elle est donc en rouge, ça c'est ma première étape, j'ai donc cherché le minimum, et je vais échanger avec la valeur ici justement qui est courante, à savoir le 4. Donc là j'aurai un 2, là j'aurai un 4, je l'écris tout de suite parce que sinon je vais oublier. Cette case-là, elle reste 1, ça reste 6, ça reste 4, et tout le reste, ici, je peux le copier, ça ne bouge pas. Ok? Et ce que j'obtiens ici à cet endroit-là, c'est donc ces deux cases-là qui sont en vert. Alors je ne sais pas si vous l'avez compris, mais en fait, ces cases qui sont en verte, ce sera, bah tiens, question, hop, je vais poser la question à tout le monde. Les cases qui sont en vert, ça va correspondre à quoi dans le cours? Et à quoi par rapport à mon algorithme? Ceux qui sont triés, on est d'accord, ça c'est vrai, mais je voudrais avoir le nom. Nom que vous devez connaître. Hein. Je rappelle, ça fait partie justement du cours. Donc je repose la question à tout le monde. Les cases qui sont en verte, hein, donc c'est ceux qui sont triés, ça c'est la manière dont on va écrire les choses, mais ça s'appelle comment d'un point de vue théorique par rapport à mon algorithme? Tiens, Timothée, en espérant que vous soyez encore là. J'ai peur qu'il y ait plein de gens qui soient partis, c'est ça le problème. Ah, Timothée, si vous êtes là. Alors, ça s'appelle comment? Ces cases qui sont en vert.
Donc je continue à poser la question, je ne dis pas le nom, hein, je pose la question à tout le monde. Le premier qui trouve le bon mot, il a gagné, il n'a pas gagné grand-chose, mais il a gagné toutes mes félicitations. Et je continue à dérouler l'algorithme dans ce temps-là. D'accord? Donc ma question, c'est comment s'appelle justement ce truc en vert? Bon, donc on a compris un petit peu comment ça se passait. Ici, je vais aller un tout petit peu plus vite. Donc ça, cette case-là, c'est donc le minimum, hein. Il faut dérouler théoriquement l'algorithme rigoureusement, mais en réalité, voilà, au bout d'un moment, on va quand même beaucoup plus vite. Donc ces deux cases-là, elles sont en vert. Je n'y touche plus. Ma case courante, c'est le 6. Je vais chercher le minimum. Donc je vais mettre le 3 ici et le 6 à cet endroit-là. Hop, cette case-là, elle va passer en vert. Et 3 et 6, je peux recopier ces trois cases-là. Et je recopie ces trois cases-là. Zut. À la suite. Alors, excusez-moi. Tac, voilà. Très bien. Et je continue ici, de proche en proche. Alors attention, le minimum ici, ce sera là. Alors, vous voyez que dans ce cas, ici, mon minimum, c'est cette case-là en rouge. Et il s'avère que dans mon algorithme, si je regarde un peu dans l'algorithme, eh ben, je teste quand même si l'indice du minimum est différent de la valeur courante. Pourquoi? Parce que si je suis déjà à la bonne position, eh ben, je n'ai rien à faire. Donc là, je n'ai rien à faire. Je peux recopier directement la liste suivante. Tac. Et en fait, je vais avoir deux étapes exactement similaires puisque bah, j'ai mon 4, là ici c'est encore ma valeur minimale. Tac, et puis je continue, je vais pouvoir recopier, donc il ne se passe rien en fait, alors quand je dis il ne se passe rien, il y a quand même des tests, mais j'arrive comme ceci en vert. Donc théoriquement, dans le TP, j'avais mis suffisamment de cases pour pouvoir justement tout traiter, etc., etc. Donc je vais terminer quand même pour pouvoir faire une petite copie. Donc là, je vais mettre le 5 et ça va échanger avec 9. J'ai 6 ici, 11 ici. Et il me reste le 7 en dernier. Je vais recopier tout ça. Hop. Et à cette étape-là, j'ai tout ça qui est en vert. Voilà, je continue. Le minimum ici, c'est un 6. C'est donc cette case-là, il n'y a aucune opération à faire, donc je ne bouge pas. Je peux recopier directement cette ligne-là. Oui, mon stream est toujours en cours, hein. Et j'enregistre toujours, c'est pas un problème. Bon, donc c'est un petit peu long et un petit peu lourd, etc. Mais ça permet quand même de voir ce qui se passe concrètement. Et c'est ce que je voulais que vous fassiez, c'est que vous dérouliez justement les étapes les unes après les autres. Alors, hop, j'ai fait une fausse manip. Il faut que j'insère quand même quelques lignes. Je suis pas dans la même version de Word et ça n'est pas en dessous. Tac, tac. Voilà, donc ensuite la valeur minimale, étape suivante, c'est donc ce 7. Et donc ici j'ai un 7, ici j'ai un 11. Alors ça m'intéresse, je vais aller à la fin parce que justement je veux voir ce qui se passe à la toute fin pour comprendre l'algorithme. Pourquoi je m'arrête à n-2? C'est ça qui m'intéresse. Et là, j'ai donc mon 9. Ici, cette case à cette étape-là, elle est en verte, elle est déjà triée, comme nous l'a dit Bilal, c'est pas un problème. Ici, le minimum, c'est donc le 9 à cette étape, donc hop, c'est celle-ci que je mets en rouge. Donc j'ai juste à recopier mon tableau entièrement. Et cette case-là, donc la case ici, ces deux cases-là, pardon, elles vont passer en vert. Et ben dans mon algorithme, ce que je dis, bah, c'est que là, j'ai plus rien à faire. En fait, la dernière case de mon tableau, j'ai pas besoin justement d'essayer de la trier parce qu'elle est déjà triée. Et donc, alors quand même en toute rigueur, je vais rajouter une ligne en dessous pour donner exactement le même tableau ici. Hop, mais cette fois-ci en vert entièrement. Voilà.
Hop, donc je vais sauvegarder ça. J'insérerai justement dans le cours et je modifierai dans le cours ce qu'il y a à raconter. Donc j'espère que j'ai eu... Ah, merci Enzo, bravo Enzo. Vous avez toute ma reconnaissance et vous avez toutes mes félicitations aujourd'hui. Donc Clément, vous avez raison, c'est la partie qui est déjà triée. Mais alors on n'appelle ça pas une invariante, c'est un invariant de boucle. Un invariant de boucle, c'est justement ce qui va se passer en vert. Donc c'est un invariant qui est très proche justement de celui qu'on a fait pour le tri par sélection. Je répète que cet invariant, c'est ce qui va me permettre de démontrer la correction justement de l'algorithme. Bon, voilà. Alors ici, je vous ai mis deux choses. La première chose, alors vous l'aurez pas, mais je vais vous le tourner. Hop, c'est la même chose que ce que je viens de faire, mais en version un tout petit peu plus rapide. C'est quand même un petit peu plus agréable. C'est tout simplement un GIF. Voilà. Alors en bleu, vous avez l'élément courant qu'on est en train de tester. En rouge, vous avez justement le minimum. Et en jaune, vous avez la partie justement qui est déjà triée, à savoir notre invariant de boucle. Donc là, ça permet justement de le voir. Et vous voyez qu'il y a la double flèche qui apparaît pour montrer les échanges. Donc ça me permet justement de visualiser un peu plus proprement le tri par sélection. Alors pourquoi sélection? Parce qu'on va sélectionner justement une certaine valeur et qu'on va échanger et positionner au bon endroit. Notez que nous on cherche le minimum, on pourrait très bien justement obtenir le même algorithme, au lieu d'aller chercher le minimum, on va chercher le maximum et du coup on va le mettre dans la dernière case du tableau. Hein. Alors c'est pourquoi j'en parle, parce que je vous montre, donc je vous ai mis un petit lien vers le site Interstice, où on a justement toute une... on peut jouer concrètement avec ces algorithmes, avec tous les algorithmes de tri. Alors le temps que ça charge. C'est quand même bien lent, chez moi aussi. Alors au passage, sachez que vous êtes, même si vous avez la fibre chez vous, ce sera quand même 10 fois plus rapide si vous êtes connecté en filaire que si vous êtes en Wi-Fi. Bon, j'ai l'impression que ça marche pas très bien, je vais le laisser tourner et puis je vais avancer le cours pendant ce temps-là. Donc sur ce site, vous avez en fait plein de... vous avez une petite simulation, ça y est le temps que je raconte et j'ai obtenu ce que je voulais. Une petite simulation qui a été réalisée en JavaScript justement, permettant de dérouler les algorithmes de tri. Alors vous avez tous les algorithmes de tri possibles. Hein. Donc là vous voyez il y a une zone temporaire justement pour faire mes échanges. Alors vous voyez qu'on n'a pas que le tri par sélection, donc il y a le tri par insertion, ça on l'a vu. On a le tri par sélection, il en existe d'autres, voilà. Donc là je vais le faire en accéléré. Et vous noterez que ici, alors ce qui est intéressant, pourquoi je le rajoute, c'est parce que ici il va compter le nombre de comparaisons et le nombre de copies. Donc ici le nombre de comparaisons c'est en lien avec la complexité justement en temps, et le nombre de copies c'est plutôt la complexité en mémoire. Hein, d'accord ? Alors après, de l'autre côté, on a aussi une autre simulation. Vous voyez ici, on va réaliser énormément de tableaux. Et on va aller regarder justement des temps d'approximatif de calcul. Vous voyez ici, on a en fait ce qu'on a fait un tout petit peu en TD. Voilà, en TP. Donc voilà, je vais le lancer. Commencer, c'est cet endroit-là. Tac. Donc alors vous voyez l'élément courant, c'est l'élément en jaune. Et le maximum, c'est celui qui est en rouge. Et vous voyez que le nombre de comparaisons ici. Alors je vais raconter des choses, pour l'instant j'en dis rien, mais je vais parler justement de ce nombre de comparaisons. Bon voilà, là c'est un peu lent, pourtant je l'ai mis en accéléré. Vous pouvez jouer et aller voir justement ce qui se passe concrètement à chaque fois. Ok ?
pour les autres. Alors, je continue justement sur le cours. Donc j'en suis là. Ce qui me reste donc à faire sur le tri par sélection, c'est donc notre invariant, c'est bon, on l'a à peu près vu, donc il faut déjà l'exprimer, première chose. Et deuxièmement, il faut le démontrer. Alors je suis un peu déçu parce que pour tous les collègues justement qui font le tri par sélection, de NSI ou même dans le supérieur, très souvent, ils ne font pas la démonstration de l'invariant justement du tri par sélection. Et au contraire, je trouve que c'est celui-ci qui est un petit peu plus... il est un peu plus compliqué que l'autre, je trouve. Alors, j'ai essayé d'expliquer pourquoi. Alors, je ne vais pas surcharger le cours. Là, ici, j'ai fait des escroqueries, c'est ce que je dis quand je fais mon cours de maths. Il y a des choses que je ne démontre pas à l'intérieur, qu'il faudrait démontrer justement avec des invariants de boucle. Ou avec d'autres méthodes. Mais bon. Alors, quel est notre invariant de boucle par rapport à la dernière fois? Si vous regardez en fait mon tableau, vous noterez que ici, je n'ai pas de vert au départ. Donc l'invariant de boucle, c'est quoi? C'est à la fin de l'itération, à la fin de la ième itération, le tableau de taille entre les indices 0 et i. Hop, pardon. Est trié. D'accord? Donc voilà quel est mon invariant de boucle. Et donc je vais devoir démontrer, je répète, démontrer que cet invariant... Alors deux choses. Première chose, je dois démontrer que mon invariant, il est vrai au début. Deuxième chose, je dois démontrer que si mon invariant il était vrai à un moment, il sera vrai justement à la fin de l'itération suivante, c'est-à-dire l'hérédité ou la conservation si vous voulez. Et la dernière chose qui me reste à démontrer, c'est le fait que j'ai la terminaison justement de mon algorithme. Alors, je vais passer ça à la ligne suivante. Tiens. Donc allons-y. Alors, à la première itération, attention, i vaut 0. Donc à la fin de ma première itération, qu'est-ce que j'ai fait? Si vous regardez dans le tableau à côté, c'est en fait ce que j'ai réalisé à cet endroit-là, c'est exactement ce que j'explique à côté. Je suis allé récupérer la valeur minimum du tableau tout entier que j'ai placé à cet endroit-là. Alors attention, ce que je raconte, en réalité, on s'en fiche. Pourquoi? Parce que à la fin de ma première itération, c'est là où ça devient un tout petit peu intéressant, mon tableau, il n'a qu'une case. Donc par définition, mon tableau il est trié. Cependant, quand je dis que qui est le minimum, en réalité à l'intérieur j'ai cet invariant, mais je démontre une deuxième propriété qu'il va falloir utiliser en fait à l'intérieur de l'hérédité. Donc j'en parlerai après. Donc là pour l'initiation, pas de problème, j'ai un tableau à une valeur, de toute manière c'est trié quoi qu'il arrive. Donc hérédité, on suppose que mon tableau il est trié à la fin de la ième itération. Ce que je dois démontrer, c'est qu'à la fin de la i plus unième itération, la parenthèse elle n'est pas au bon endroit ici, et mon invariant est toujours conservé. Donc je suppose ici que mon tableau entre les indices 0 et i est trié. Donc au cours de l'itération suivante, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on cherche le minimum des valeurs du tableau entre les indices i plus 1 et n-1. D'accord? Donc je cherche justement la valeur minimale parmi un certain nombre d'indices. Première remarque que je fais ici entre parenthèses, donc c'est cette partie-là de l'algorithme. Cette partie-là de l'algorithme, il faudrait que je démontre que j'obtiens bien le minimum. Il faudrait que je démontre la correction, ce qui s'appelle la correction de cet algorithme. Alors, c'est pas très compliqué ici, donc je ne vais pas le faire, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est, en tout cas, que je démontre avec des invariants ou autre chose, mais il faut que je le démontre. Donc j'ai mis entre parenthèses, il faudrait prouver la correction de cet algorithme. Donc supposons qu'on l'a prouvé, en l'occurrence, a priori, quand vous déroulez, vous vous rendez bien compte que l'algorithme
à, en tout cas intuitivement, on va dire, sur l'exemple, on obtient bien ce qu'on veut. Alors, il y a une deuxième partie qui m'intéresse, et c'est pourquoi la partie, en fait, entre les indices, entre 0 et i, c'est trié, mais pourquoi le fait de rajouter ici le minimum des autres valeurs va m'impliquer que le tableau entre les indices 0 et i plus 1 reste trié. En fait, il y a une deuxième propriété là derrière qu'il faudrait démontrer. C'est que, en fait, dans mon tableau qui est coupé en deux parties, vous voyez que ici j'ai la partie qui est triée en vert, mais si je regarde un tout petit peu toutes les valeurs qui sont dans la partie en blanche, y compris celles que j'ai en rouge là, en fait toutes les valeurs qui sont là, elles sont supérieures à celles-là. Et voilà pourquoi le fait de prendre le minimum à l'intérieur du tableau restant et de le rajouter à cet endroit-là, si je considère du coup les trois valeurs à l'étape suivante, elles vont rester triées. Parce que si évidemment à l'intérieur de là-dedans je prends une valeur minimale, mais que cette valeur minimale elle est plus petite que les deux autres qui sont, ou plus petites que celle-ci par exemple, et ben le tableau ici que j'obtiendrai à la fin, il ne va pas rester trié. Donc, ce que j'ai écrit dans le cours, ici, je fais 2+, les valeurs contenues dans le tableau entre les indices i plus 1 et n-1, donc là où je cherche la valeur minimale, elles sont supérieures ou égales, alors elles peuvent être égales, ça c'est pas un problème, mais aux valeurs entre les indices 0 et i. Et ce que j'affirme ici, c'est qu'il faudrait le démontrer, cette chose-là également. En réalité, à l'intérieur, si vous voulez, on pourrait faire un double raisonnement en démontrant à la fois cet invariant et à la fois le fait que les valeurs à droite sont supérieures que les valeurs à gauche. Et en fait, quand je dis que c'est le minimum, et bien ici, ça sous-entend que j'ai déjà initialisé cette propriété. Bon, une fois que j'ai accepté cette chose-là, évidemment, ce que je récupère, c'est que j'échange la valeur t de i avec t de min. Donc ça me permet tout simplement de mettre une valeur. Alors, première chose, si j'échange t de i et t de min, ça permet de conserver cette propriété sur les valeurs des tableaux que je n'ai pas traités par rapport à la valeur que j'ai traitée. Et en plus, vu que je mets n'importe quelle valeur ici plus grande que celles qui sont à gauche, si je rajoute la valeur, comment dire, même si j'avais mis t de i, pas forcément t de min, si je rajoute n'importe quelle valeur du tableau de droite à mon tableau d'avant, et ben ça reste un tableau trié. D'accord ? Donc ici, je traite un peu les deux choses en même temps, en étant complètement rigoureux, mais pas en surchargeant de manière, on va dire, voilà, l'objectif c'est de comprendre un petit peu ce que sont ces invariants et de concevoir la démonstration, la correction d'un algorithme. Il faudrait démontrer d'une part la première propriété avec initialisation, hérédité, terminaison, et ensuite la deuxième propriété qui est notre invariant. Bon, sur la terminaison, par contre, là, ici, il y a beaucoup moins de problèmes. Pourquoi ? Parce qu'on a une boucle pour. Ici, je fais varier i de 0 à n-2. Je ne modifie absolument pas les valeurs de i. Ici, il n'y a aucune opération sur i. Pour la recherche du minimum, j'ai un deuxième pour, justement, c'est une boucle. A priori, ici, de toute manière, une boucle pour, ça va s'arrêter. Même chose, je ne change rien sur la valeur de j ici, et je n'affecte rien à j, donc ici, je connais exactement le nombre de passages. Donc pour la terminaison, il n'y a pas trop de problème, ce sont des boucles pour, sans modifier la valeur des indices, et donc il n'y a pas de problème sur la terminaison des boucles. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que à la sortie, alors je répète, ici, dernière valeur, i va prendre pour valeur n-2, donc ça, je passe à l'intérieur de ma boucle, et donc, dernier passage en sortie de boucle, i vaut pas non n-2, mais n-1, d'accord, et je sors. Donc en sortie de boucle, si je remplace dans i par n-1 à l'intérieur de mon invariant, et ce que j'obtiens, c'est que le tableau entre les indices 0 et n-1, il est trié. Et donc c'est bien ce que je voulais, j'ai exactement toutes les valeurs de mon tableau qui sont triées. Ok ? Donc on a bien démontré la correction du tri par sélection.
Et c'est un peu plus compliqué. Alors beaucoup de collègues le donnent en exercice aux élèves. Moi je trouve ça un peu vache quand même. Je m'étais dit que j'allais faire ça, mais en réalité c'est plus dur que l'autre, hein, donc c'est pas tout à fait évident. Et il me reste une dernière chose à parler aujourd'hui. C'est le calcul de la complexité du tri par sélection. Alors, ce qui est intéressant justement sur le site Interstice, vous pourrez le voir. Alors, je ne sais pas s'il relance, s'il récupère à chaque fois le même tableau. C'est une bonne question. Je n'ai pas vérifié. Il faudrait aller vérifier. Mais j'espère que si le tableau était aléatoire, ce serait même encore mieux. Ça permettrait de corroborer en fait ce que je suis en train de raconter. Pourquoi? Parce que ce que je suis en train de dire dans l'algorithme de tri par sélection, oui c'est bon, je suis au bon endroit, c'est que entre le pire des cas et le meilleur des cas, je n'ai pas tant de différence que ça. Alors pourquoi? Si je regarde justement à l'intérieur de mes tris, à quel endroit je pourrais économiser? J'ai un test à cet endroit-là, donc il est possible que je n'effectue pas cette opération-là. Mais si vous voulez, en fait, j'ai un certain nombre de fois. Le meilleur des cas ici, c'est si j'applique mon tri par sélection avec une liste triée. Avec une liste triée, c'est effectivement le meilleur des cas parce que je n'aurai pas cette affectation-là et je n'aurai aucun de ces échanges-là. Par contre, quoi qu'il arrive, le nombre de comparaisons, c'est-à-dire celle-ci et celle-ci, quoi qu'il arrive, je les ferai tout le temps, même dans le meilleur des cas. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que entre le meilleur des cas et le pire des cas, je n'ai pas grande différence. Si vous voulez, ça va jouer sur un coefficient. Là, j'économise une opération à chaque passage dans la boucle. Et j'économise ici 3 opérations à la fin, justement, à chaque passage dans cette boucle-là. Mais si vous voulez, ça ne va pas changer la complexité globale de mon algorithme. Donc là, je l'ai écrit là. Il n'y a ici que très peu de différence entre le meilleur des cas et le pire des cas, car le nombre de comparaisons reste identique. Le nombre d'opérations globales n'est pas le même, mais le nombre de comparaisons, lui, il reste identique. Bon, cependant, d'après le cours et le programme, je dois calculer la complexité dans le pire des cas. Alors, eh ben, qu'est-ce que je dois voir? Je dois aller calculer chacune des opérations, justement, et compter le nombre d'opérations élémentaires. La première, celle-ci, c'est pas trop compliqué, c'est une affectation, j'en ai une. Là, j'ai une boucle. Alors attention, il faut que j'aille voir justement combien j'ai d'opérations dans ma boucle. Je suis dans le pire des cas, donc j'ai une comparaison ici, j'ai une affectation ici. Hein. On suppose du coup qu'à chaque passage dans la boucle, je dois faire cette chose-là. Donc ça m'en fait une, deux, et question, combien j'ai de passages ici quand j'ai une boucle pour j variant de i plus 1 à n-1. Alors tiens, justement Léonore, ça devrait vous rappeler des choses d'un TP. C'était quel TP d'ailleurs on a fait cette chose-là? Je ne me souviens plus. Où justement il fallait compter, c'était sur le TP, oui si c'était sur les analyses de trame je crois, voilà. Si je suis entre i plus 1 et n-1, la question c'est combien d'opérations, combien de fois je vais passer justement dans cette boucle. Donc par principe, si vous allez de m à n, eh ben, le nombre de passages c'est n-m plus 1. D'accord? Le plus 1, attention, si je vais de n à m, il faut commencer à compter, quand je compte le m, si vous voulez, je compte déjà à 1, et donc il faut que je rajoute 1 à la différence des deux indices. Il faut s'en convaincre, si je vais de 5, des indices 5 aux indices 10, je fais exactement 6 passages. Vous pouvez le tester en comptant sur les doigts, il n'y a rien de mieux que ça. Vous commencez à compter, vous faites le 1 quand vous dites 5 avec le doigt, avec le pouce, ça fait donc 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et vous comptez sur les doigts, vous avez effectivement 6 passages. Donc ici j'ai deux opérations et quels sont les combien de passages je vais faire? Je vais faire donc n-1 moins entre parenthèses i plus 1, le tout plus 1.
Alors c'est un petit peu compliqué à cet endroit-là, donc je l'ai écrit là, hein. Donc dans la boucle pour extérieur, on effectue une affectation, donc c'était celle-ci. Ensuite, j'ai ma boucle. Et j'ai combien d'opérations à l'intérieur? J'en ai deux, et j'en fais combien de passages dans la boucle? J'en fais n-1, moins, entre parenthèses, i plus 1, plus 1. Ça, c'est ce que je vous ai dit à l'instant, hein. Donc pour comprendre d'où vient cette formule. Bon, je simplifie, j'ai pas fait tous les détails de calcul, enfin je les ai fait sur le papier, mais j'ai simplifié ici, je vous donne le résultat, ça me donne n moins i moins 1 au total. Et ensuite, dans le pire des cas, je répète, j'ai une comparaison ici et trois affectations. Donc il m'en reste 4 encore, une comparaison et 3 affectations. Donc, dans chaque passage dans la boucle, je fais 1 plus 2 fois cette chose-là. Donc 2 passages, 2 opérations fois le nombre de passages dans la boucle, plus 4. Même chose, je détaille pas trop les calculs, mais vous le faites sur papier, hein, ça fait 2n moins 2i. Là ici j'ai 1 moins 2, ça fait moins 1, plus 4, ça fait donc plus 3 opérations. Donc voilà, à chaque passage dans la boucle, qui va dépendre de i, évidemment, je fais 2n moins 2i plus 3 opérations, hein, si j'essaye d'être un petit peu rigoureux. Alors si jamais il y a des erreurs dans mes calculs, ou si vous n'êtes pas d'accord avec des calculs que je peux faire, vous avez tout à fait le droit. Je répète, honnêtement, les calculs de complexité, c'est toujours très très compliqué d'être sûr d'avoir quelque chose de juste. Typiquement, ben voilà, je sais ce que j'ai oublié. J'ai oublié les tests. euh, En fait, il m'en manque un ici, hein. Quand j'ai des boucles pour, alors ça dépend comment on voit les boucles pour, mais il me reste un dernier test théoriquement à compter à la fin. Je ne les ai pas comptés ici dans ce que j'ai écrit. Bon, peu importe, je continue à raconter ce que j'ai raconté. Donc, la complexité C de n de mon tri par sélection, ben, il va falloir que je fasse la somme. Donc ici, ça dépend de i. Il faut que je fasse la somme justement de toutes ces valeurs-là pour i allant de 0 à n-2. Donc je répète, j'utilise la notation sigma ici parce que c'est quand même très très intéressant. Alors, je note que pour l'année prochaine, il faudrait que je vous fasse un petit exercice ou une petite séance de TD, de maths, désolé, mais sur la manipulation des sigles sigma, hein, c'est-à-dire quelles sont les opérations que j'ai le droit de faire ou pas. Donc, je fais la somme de i égale à 0 à n-2 de 2n moins 2i plus 3. Sinon, vous explicitez, hein, vous remplacez i par 0, ça vous donne une expression. Vous remplacez i par 1, ça vous donne une expression. Il faut additionner ces deux trucs-là. Ensuite, plus la même chose avec i est égal à 2, plus la même chose avec i est égal à 3, jusqu'à n-2. C'est-à-dire, vous utilisez la notation 3 petits points. Alors, bon, alors si vous voulez, si je fais la somme, j'ai du 2n, plus 2n, plus 2n, plus 2n, plus 2n, et j'en ai combien? J'en ai, attention, si je vais de 0 à n-2, j'en ai n-1 exactement. Donc des 2n, j'en ai n-1, donc ça me donne 2n fois n-1. Ensuite, j'ai moins 2 fois 0, moins 2 fois 1, moins 2 fois 2, moins 2 fois 3, etc., etc. Donc je peux factoriser le moins 2. Moins 2 fois quoi? Ce que j'ai justement, c'est la somme des entiers de 0 à n-2. Encore une fois, cette formule. Au passage, le i est égal à 0, hein, c'est la somme des entiers de 1 à n-2 ici, hein. Le fait de rajouter 0, ça ne change absolument rien à la somme. Donc ça, on l'a encore utilisé, c'est la fameuse formule n fois n plus 1 sur 2. Sauf que ici, je vais l'appliquer avec n-2. Et ensuite, il me reste tous les derniers termes. Là, en termes de mise en page, je ne sais pas très bien. Je vais peut-être tricher un peu en mettant un espace là. Ouais, ou passant à la ligne, ce sera même mieux. Voilà. Donc je fais plus 3, plus 3, plus 3, plus 3, plus 3, et j'en ai combien des passages ici? Des 3, j'en ai n-1. C'est le même n-1 que celui-ci. Ok? Étape suivante, je remplace cette somme par la fameuse formule n fois n plus 1 sur 2, sauf que je remplace n par n-2. Donc ça fait n-2 fois le suivant, c'est n-1 divisé par 2. Ok? Donc si vous voulez, ça c'est purement formel, hein, c'est une question de maths. Le 2 avec ici et ici, je peux les simplifier. Tiens, est-ce que je peux passer ça à la ligne pour que mon calcul soit... Ouais, enfin voilà, c'est pas très beau.
Ouais, je triche un peu pour la mise en page. Voilà, le problème d'avoir du Word, c'est que on est obligé de faire ce genre de choses-là. Bon, alors je passe le détail du calcul ici, hein, mais c'est un calcul purement formel. Vous simplifiez le 2 ici, vous développez cette chose-là, attention au moins qui est devant. Je vous invite même à refaire le calcul. Moi j'obtiens exactement cette chose-là, j'obtiens n carré plus 4n moins 5. Alors excusez-moi, je vais abandonner 2 petites secondes, parce que j'ai mes enfants qui jouent juste à côté, et je vais devoir leur dire d'aller ailleurs. Je reviens. Allô, vous allez ailleurs là? C'est compris? Merci. Voilà, ça c'est fait. C'est bon, vous m'entendez là? Donc je vais continuer. Donc vérifier le calcul, hein, parce qu'en termes constants, ça me fait donc du plus 2, ça fait moins 4, moins 2, moins 3, j'obtiens bien moins 5. Voilà ce que j'obtiens. Ok, très bien, pas de problème. Donc voilà ce que j'obtiens, hein. Donc voilà ce que je voulais vous faire apparaître expérimentalement avec Matplot, c'était d'aller voir cette forme justement un peu de parabole. Alors évidemment, on fluctue autour de cette parabole qui est théorique, hein, donc on n'obtient pas des choses parfaites, mais ce que je voulais, c'était aller voir un tout petit peu et faire un lien justement avec des notions de cours que vous avez déjà vues en cours de maths cette année. Vous voyez que hein, les fonctions en maths, etc., ça ne sert pas à rien, on s'en sert également en informatique. Bon, donc nous, hein, ici, peu importe le détail des coefficients, le 4 ou moins 5, si vous voulez, c'est pareil. Hein. Quand je suis dans le meilleur des cas, ça change un peu les valeurs des coefficients, mais j'obtiendrai quand même un polynôme du second degré. Et donc, la conclusion, c'est le tri par sélection et donc un algorithme quadratique. Donc en termes de temps d'exécution, hein, je m'étais dit, tiens, je vais leur faire préparer un tout petit peu ça. En fait, on va avoir des temps d'exécution qui sont également globalement très mauvais en fonction de la taille, puisque c'est proportionnel au carré justement de la taille de la donnée. Hein, donc je répète, hein, pour remettre en perspective par rapport au TP, si j'ai n est égal à 20 000, ici, vous voyez le nombre d'opérations, 20 000 au carré, donc c'est 2 fois 10 puissance 4, donc on est à 4 fois 10 puissance 8. Donc 4 fois 10 puissance 8, ça fait 10 puissance 6, ça fait quoi? 400 millions. D'accord? 400 millions d'opérations. Donc c'est très très long et très très lent justement à exécuter. Ok, et eh ben j'en ai terminé pour l'instant sur le cours. Alors on va voir d'autres algorithmes. J'ai pas dit qu'on avait terminé le cours. Hein. Il nous en reste, et ben vous voyez, ici il me reste à faire un deuxième algorithme de recherche. Ok, tac. Alors c'est pareil, il n'est pas capable de m'afficher les images. Je ne sais pas d'où ça vient. Bon, c'est pas grave. On a un autre algorithme de recherche et ensuite on va avoir d'autres algorithmes, ce qu'on appelle les cas plus proches voisins. Donc ça, ce sera la semaine prochaine, puisque je vous rappelle que jeudi, nous n'avons pas cours également. Ok. Y a-t-il des questions sur ce que je viens de raconter maintenant? Ok. Bah, s'il n'y a pas de questions, je vais donc arrêter la vidéo.